Merci mille fois. Ouais, voilà qui promet de belles discussions, mais je pense que pour le moment, il vaut mieux passer. Non, 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 c'est parfait. Il vaut mieux passer à la communication suivante de Cédric Giraud. Bon, vous le connaissez tous, il est professeur maintenant à l'Université de Genève et auteur de brillants travaux, autant philologiques que historiques. Ouais. Et après, pour bouger, je me lance. Comme vous le savez bien, le XIIe siècle est souvent crédité d'avoir porté l'art de la prose monastique latine à son sommet et Bernard de Clairvaux d'être l'un des principaux artisans de cet âge d'or littéraire. À partir d'une pratique héritée des pères, notamment d'Augustin et de Grégoire, les auteurs monastiques des XIe et XIIe siècles ont élaboré une prose d'art reposant sur l'usage des figures, les locutio, et sur une manière harmonieuse de disposer les mots, la compositio, que j'entends donc dans un sens rhétorique et différent du sens de composition qui vient d'être illustré. La combinaison des ressources offertes par l'élocutio et la compositio permettent à la langue latine de produire différents effets qui séparent la communication à son degré élémentaire des formes les plus élaborées en quoi consiste l'art littéraire. Si un texte d'usage fait primer la transmission d'un contenu sur sa mise en forme, les textes littéraires, pour leur part, utilisent les ressources expressives d'une langue pour magnifier le sens. Par sa souplesse, qui n'est pas anarchie, le latin médiéval offrait des outils très nombreux aux stylistes qui le pratiquaient. L'utilisation de la rime, que favorise le système des cas, l'usage des répétitions et les différentes formes morphosyntaxiques du latin créent un effet d'insistance, quand l'inversion de l'ordre habituel des mots, les ruptures de construction et les hyperbates provoquent la surprise, et que l'alternance des phrases longues et courtes et la disposition des rimes contribuent à la variation. Dans le concert que produit la prose d'art du XIIe siècle, chaque auteur use d'un timbre différent, et pour employer des instruments similaires, les prosateurs orchestrent leurs effets sans aucune uniformité. De la prose d'art parfois lancinante et émotive d'un Saint-Anselme au développement harmonieux d'un Hugues de Saint-Victor, il y a toute la différence d'un concerto de Vivaldi à une symphonie de Mozart. Or, s'il existe des recherches, d'ailleurs plutôt anciennes, je pense à celles de Christine Morman et de Don Jean Leclerc, consacrées au style de Bernard de Clairvaux, force est de constater que nous manquons d'études de détail sur ces caractéristiques. Nous disposons de jugements d'ensemble qu'il convient de vérifier et sans doute de nuancer en analysant de manière systématique une œuvre particulière. Dans ce contexte, retenir le De Gradibus Humilitatis comme cas d'étude est particulièrement opportun, car c'est à la fois le primum opus de Bernard, ce qui devrait nous permettre de saisir l'art de cet écrivain dans ses prémices, et c'est un texte qui semble avoir échappé à toute évaluation stylistique et littéraire de la critique, ce qui pourrait aider à mieux fonder ou à réviser les appréciations qui se sont basées sur d'autres textes bernardins. Renonçant donc, contrairement au titre qui était annoncé, à l'étude du lexique pour des raisons de temps, je me concentrerai ici sur la question du style. Pour la clarté de l'exposé, il est possible de dégager dans le dégradibus 3 degrés d'élaboration stylistique, en distinguant un registre simple, fait de phrases dont la construction est parataxique, c'est-à-dire juxtaposée, un registre complexe qui se caractérise par des périodes rimées et un art subtil de la compositio, et un registre biblique qui procède selon différents degrés, depuis l'explication exégétique jusqu'à la réécriture. Il va de soi que cet essai de typologie, comme tous les classements pratiqués ex post, ne rend pas complètement justice à un style et à une pratique littéraire qui, par définition, sont des réalités mouvantes. Ainsi, comme on le verra, la rime, en général très présente dans toutes les œuvres de Bernard, n'est pas limitée dans ce traité au seul passage hypotaxique, c'est-à-dire construit sur la subordination. De même, la Bible irrigue naturellement toute la prose bernardine et n'est pas circonscrite à quelques endroits précis. Cependant, comme le style de Bernard a été principalement évalué par les précédents critiques au prisme de l'évolution temporelle, qui ferait passer l'auteur cistercien d'une pratique ornée et pour tout dire baroque dans les écrits de jeunesse à une forme de classicisme toute de retenue à la fin de sa vie, il m'a semblé important de montrer que cette première œuvre présentait en fait des degrés, des gradus, assez divers d'élaboration stylistique. Donc premier point, la question du
style simple. Un des premiers degrés d'élaboration stylistique consiste dans l'emploi des figures de style qui relèvent le plus souvent chez Bernard de l'ornatus facilis, c'est-à-dire de divers jeux sur le sens et la sonorité des mots. À l'instar de ses contemporains, Bernard aime partir d'un jeu phonique pour produire un effet sémantique inattendu ou souligner une idée, comme ici, où s'adressant à Ève, il insiste sur la consonne sourde. Quid tuam mortem tam intente intueris. Notons que ce type de recherche d'élégance est très rare dans le texte. Ou quand Bernard joue sur les homophones de sens opposé, offert tandem prohibitum et offert concessum. Parmi les différentes figures en usage à son époque, et que recense un traité comme le De Ornamentis Verborum du poète devenu moine Marbotte de Rennes, le cistercien marque une prédilection pour l'annominatio, soit notre moderne aronomase, traditore, tradutore, et le jeu étymologique qu'on appelle en latin le polyptote, un terme évidemment dérivé du grec. Ce dernier, le polyptope, en passant en revue les différentes formes d'un même mot, donne une impression d'exhaustivité et confère au raisonnement un caractère quasi inéluctable, comme dans ces polyptopes qu'il double. Non curate docere velate doceri psequonetskit, sed ut scire sciatur cotchit, que l'on retrouve ici dans une forme proche, quienim docetur au ducitur, exit ocipso qua docentem vel docentem sequitur, laborare convincitur. Signalons aussi ce parallélisme bien rythmé, reposant sur des figures étymologiques qui opposent la parole au silence, l'utilité à l'humilité. Metuans aut loquendo utiliter de humilitate, ipse humilis non inveneri, aut tacendo militer, inutilis fieri. On retrouve aussi dans notre traité un jeu de chiasme traditionnel depuis Augustin. Aoris virus spiritura et periturus paritura, perit salus, non destitit partus. Nascimur, morimur, idoque nascimur morituri, ou apribus morimur nascituri. Ou encore, etsi ut otiode vides et non otiode videris, tu curiose spectas et curiosus spectaris, quis crederet tuam curiosam otiositatem otiosam curiositatem, fore postic non otiosam, sed tibi tuis ostibusque tam perniciosam. Bien que Bernard n'abuse pas de ses élégances, il lui arrive de combiner les deux figures, notamment dans les moments de tension grammatique, qu'il s'agisse de parler de Dieu, j'ai mis ici les paronomases en bleu, tam quam veritas cuius oculis sicut fallere nolunt ita falli non norunt, ou de diable dans ce passage particulièrement orné et rimé. O Lucifer qui manerie baris, imo non iam Lucifer sec notifer aut etiam mortifer, rectus cursus tuus, etc. C'est pas une manifestation du malin, j'espère. L'ordre des mots est aussi particulièrement soigné chez Bernard. Utilisant les ressources de la langue latine et la souplesse qu'elle favorise quant à l'ordre des mots, Bernard se plaît à mettre en valeur certains vocables, notamment en les plaçant en première position. C'est particulièrement frappant pour les verbes dont la place habituelle est chez lui, comme chez ses contemporains lettrés, plutôt en fin de phrase. Dans certains cas, la position du verbe en ouverture vient souligner la démonstration. L'ego certo, l'ego et de filio, l'ego et de spiritus sancto, und enimirum coligo. L'antéposition du verbe est parfois aussi utilisée comme un refrain pour susciter une habitude que le placement du substantif redemptor vient significativement rompre pour proposer un renversement de l'ordre d'exposition. Raptus est Paulus, raptus est Elias, translatus est Enoch, redemptor noster, legitur elevatus, hoc est ex ipso elevatus, non aliunde, adiutus. Cette mise en valeur à la première place porte aussi de manière rare sur les substantifs et les pronoms, qu'il s'agisse du personnage de Pierre, ici mis en facteur commun comme déterminant par rapport à trois déterminés contenus dans trois propositions principales rimées, pétri, etc., je ne lis pas, ou dit pêcheur, avec un jeu subtil d'exposition du motif à trois termes portant sur le pronom te, le verbe fallere et le substantif deus. Falliste misère, falliste non deum. Te in quam fallis et mentitur iniquitas sibi non deo. Te ergo fallis non deum, ou l'ordre des mots, à valeur démonstrative. Accorder la place principale à un substantif au nominatif relève également d'une volonté expressive que Bernard manifeste plus rarement. Hoc enim excusat miseria, illud commendat misericordia. Créer un motif de répétition syntaxique, soutenu par la rime, mais sans le reproduire systématiquement, lui permet de créer un effet de surprise qui profite ici au substantif vanitas, in signis scurrilitas, in fronte hilaritas,
vanitas apparaît in incesu. Alors que s'il avait voulu construire de manière régulière, il aurait mis vanitas à la fin. La disposition des mots vient ainsi renforcer la structure logique de la pensée et créer une sorte de syllogisme, comme dans cet exemple particulièrement frappant, en raison de la postposition du complément d'objet gratiam et de l'entrelacement des mêmes mots. Je n'insiste pas sur cet exemple. J'en viens au rythme. Outre sur l'ordre des mots, Bernard joue également sur la longueur et le rythme de la phrase latine, ce qui permet de définir son phrasé. Ainsi, au registre simple soumis ici à examen, appartient un certain nombre de phrases que Bernard frappe comme autant de proverbes. Pour ce faire, il combine la recherche de l'isocolie ou de la parisocolie, c'est-à-dire la recherche de la symétrie parfaite entre les deux membres. Donc, si elle est parfaite, c'est ce qu'on appelle l'isocolie, si elle est imparfaite, c'est la parisocolie, à la rime. Donc, il combine les deux afin de produire des paires d'énoncés antithétiques chargés d'exprimer les vérités paradoxales de la foi chrétienne. Dum in se singulariter exultat, alis arroganter insultat, et vere site vigilenter homo attendas, mirum et si ad aliud umquam intendas, etc. J'ai donné un certain nombre d'exemples. L'adoption d'un rythme ample et régulier souligne la solennité de l'exposé, comme avec la période qui commence par quienim veraciter penitet, avec un rythme 10, 12, 15, 15. Mais Bernard joue aussi du contraste en recourant à des effets d'élargissement. Onatamen avec un rythme 7, 7, 14. Au contraire, le cistercien produit aussi un effet de resserrement en l'appuyant au besoin d'un changement expressif dans l'ordre des mots, quinim alios, où on passe d'un rythme 13-15 à 10-10, ou avec la sentence non vocatus et postquam terribili. Alors, ce qui est intéressant dans la dernière postquam terribili, c'est cette figure qu'on appelle la gradatio, repetitur repetita, hein, le fait de construire un raisonnement sur la répétition d'un même mot à des cas différents, à des formes verbales différentes, que ses contemporains apprécient beaucoup et que Bernard pratique très peu. En tout cas, dans ce traité, il le pratique plus fréquemment dans le reste de son œuvre. Les propositions exclamatives, donc, appartiennent aussi à ce phrasé, ce que j'appelle le phrasé simple, et sont l'occasion d'un jeu particulier, mais il est notable que Bernard recourt assez peu à cette forme. Parmi les exemples les plus remarquables, je signale ce cas rare où l'écrivain crée un effet de staccato en employant un double quam dont la fonction grammaticale change, ce que Bernard ne fait jamais. Je crois que c'est un apax dans ce texte. Donc, quam, adverbe exclamatif, puis adverbe en corrélation pour exprimer la comparaison par rapport à Salobrius. La chute, avec 3 verbes successifs, intumuit, evanuit, ruit, est aussi exceptionnelle. C'est quelque chose qu'il ne fait jamais, en tout cas dans ce texte. Ou encore cette phrase nominale exclamative. Vous verrez, j'ai mis en jaune, ça aura une importance plus tard, les endroits où la rime n'est pas celle à laquelle on s'attend par symétrie. En revanche, pour varier son phrasé, Bernard utilise avec prédilection la question rhétorique avec 2 valeurs principales, argumentative et émotive. La question rhétorique permet de soutenir le raisonnement en marquant ses différentes étapes. Ici, dans la première référence, quo ad me veritatem, qua per humilitatem, etc., avec un effet d'élargissement progressif grâce à l'allongement parallèle des questions et des réponses. La question permet d'insinuer une évidence avec un tour qu'il affectionne beaucoup, quis ou quis nisi, ou encore avec cette formule quid alium quam, rendu pathétique dans l'exemple que j'ai donné par l'accumulation des substantifs. Nam illa mors, illa crus, opprobrias, puta flagella, que omnia caput nostrum Christum pretransit, quid aliud corpori ius ides nobis, quam preclara obedientiae documenta fuerunt. La forme interrogative sert également à mettre en scène une objection pour mieux la récuser, avec cet exemple cour hoc. Pour ce faire, Bernard se plaît aussi à convoquer régulièrement un interlocuteur fictif tenant lieu du lecteur qu'il cherche à convaincre et qui est régulièrement pris à partie avec le verbe putare. Donc c'est une sélection, mais c'est un des marqueurs très intéressants dans le traité. Quand Bernard s'adresse à quelqu'un, il lui dit putas, putas os gradus, quanta putas. J'en ai donné ici quelques exemples. La fonction émotive de la question rhétorique se manifeste particulièrement quand Bernard varie l'énonciation et fait intervenir un interlocuteur bien identifié. Il peut s'agir assez rarement de se mettre en scène, donc c'est le passage « Sed quid ego miser »,
Mais le plus souvent, Bernard, mêlant interrogation et exclamation, convoque un interlocuteur précis pour le prendre à partie, qu'il s'agisse de Saint Jean, Protaliam inquit Ioannes Apostolus, de Dinah, quid necesse, ou encore d'Ève, avec l'exemple suivant, quid illotam crebro, ou même de Satan, sed quomodo, ou enfin de Marthe, avec un très beau jeu sur l'oxymore fide diffidis, sed quomodo cum tanta fide diffidis, qui reprend par la suite. Dans ces exemples et bien d'autres de même nature, Bernard pratique donc un phrasé simple et nerveux qui vient soutenir le mouvement de sa pensée. Mais son usage modéré de l'ornatus facilis correspond aux propos de son traité qui est avant tout didactique. Par ces moyens rhétoriques auxquels il recourt, Bernard insiste toujours, comme il le fait dans ses sermons, sur la part d'oralité que comporte son texte. L'indéniable prégnance des phénomènes sonores, autant que l'omniprésence des questions rhétoriques, font du dégradibus un dialogue que Bernard cherche à instaurer, en dépit de la distance alors spatiale, maintenant temporelle, avec son lecteur-auditeur. Reflétant sans doute la personnalité de l'auteur, ce phrasé constitue aussi un moyen efficace de persuasion et de mémorisation. J'en viens maintenant à mon deuxième point, donc, ce que j'appelle le phrasé complexe. On l'aura remarqué par les citations précédentes, Bernard aime à rimer, selon un trait qu'il partage avec les auteurs de son temps, au point que la rime entre dans la définition même de la prose d'art monastique pour les critiques, aussi bien médiévaux, je reviendrai sur ce point en conclusion, que contemporains. Cependant, comme des études antérieures l'ont déjà bien montré, l'usage de la rime n'est pas en latin une fatalité. Elle est même déconseillée en prose par les traités de rhétorique classique, y compris d'ailleurs les traités que Bernard a dû lire à l'école de Châtillon, et chez les meilleurs auteurs médiévaux qui en usent, le maniement de la rime s'accompagne toujours d'un certain discernement, d'une forme de discrétion. Bernard se range évidemment dans cette catégorie, et il est utile d'analyser précisément la manière dont il ménage ses effets dans ce domaine. Signalons d'abord les endroits du dégradibus où il évite la rime, sans qu'elle en soit d'ailleurs entièrement absente. Ce sont surtout les passages de tonalité satirique, où Bernard privilégie un phrasé nerveux et haché, comme ici dans l'exemple que j'ai donné, Iam indifferenter, avec ce rythme ternaire martelé, notamment à la fin, malevolus, vanilocus, facinorus, ce qu'on appelle en stylistique son style chromatique, qu'on retrouvera notamment dans l'apologie contre les cisterciens. Échappent aussi à l'empire de la rime les explications proprement exégétiques dans lesquelles l'explicitation du sens semble pouvoir se dispenser d'une disposition harmonieuse et rimée. Reste tout de même environ, alors je n'ai pas fait de statistiques, mais on peut évaluer environ les 2 tiers de l'œuvre qui utilisent avec constance les rimes suivies. On a, j'ai vu 2 ou 3 passages en rime embrassée, mais il s'agit le plus souvent de rimes suivies. Se pose tout d'abord la question du choix des parties du discours que l'auteur fait rimer entre elles. De manière majoritaire, ce sont les formes verbales que Bernard choisit, puisque c'est les verbes conjugués qu'il place très fréquemment en dernière position. Cependant, ce système souffre des exceptions, et il arrive que dans les phrases sans finale rimée, des groupes riment entre eux à des fins d'insistance. Ainsi, après un polyptote, cui tui penitotiae digne ou dignumerat et volant satisfacere et timans non posse, ou encore dans cet autre exemple, sed ego lentus ad censor, tessus viator. Cette manière de faire, donc rimer à l'intérieur d'une période sans tenir compte de la coupure syntaxique, est cependant rare, et Bernard préfère faire coïncider la rime avec une rupture syntaxique nette. Si ce ne sont pas des verbes conjugués, ce sont des noms que Bernard choisit assez fréquemment de mettre en valeur, le plus souvent pour suggérer leur contraste sémantique. J'ai donné toute une série d'exemples avec mendacium remedium, exaltationem venditionem, peculiaris noctis, humilationis consolationis, fidem presumptionem, tristitia, laetitia. Parfois, en redoublant l'opposition. Non ad sedendum sed ad volendum, statum eternitatis, penam propriae fluctuationis. Cette insistance sur les substantifs est encore renforcée quand il s'agit à une figure de disjonction, comme l'hyperbate. Donc, on en a un deuxième exemple avec pedem profecto, ou le recours, fort rare chez Bernard, j'y reviendrai, aux rimes hétéropteutes. Donc, la rime d'hétéropteute est celle qui consiste à faire rimer des mots de même finale d'un point de vue sonore, mais à des cas différents, comme ici, curiosus intus, ce qui est une volonté stylistique très claire et que Bernard donc utilise fort peu. On a aussi l'exemple dicasi audias avec la rime os eius concitet risus.
De manière moins attestée, ce sont les formes de verbes à l'infinitif qui riment. J'ai donné 2 exemples, ingerere non errare, occupari, sollicitari. Et de manière ultra minoritaire, la rime porte sur l'adverbe, ici avec un rythme ternaire, spectavit curiose, quod affectavit illicite, speravit presumptuose. Quand il produit une période notablement complexe, Bernard fait ressortir de manière quasi systématique la structure de la syntaxe, au besoin en variant les discours, les parties du discours qui portent la rime. Ici, je donnais un exemple, alors, justement d'une phrase un peu compliquée syntaxiquement, où quand même il y a une rime qui apparaît de manière un peu discrète, mais qui vient soutenir l'audition et la lecture. De fait, dans les constructions hypotaxiques, c'est-à-dire fondées sur la subordination, la rime permet de faire un partage facile entre propositions subordonnées et principales. C'est l'exemple nec solum queius modu. Je passe, j'ai pas le temps de lire malheureusement tous ces magnifiques exemples. Surtout dans les périodes les plus complexes, Bernard combine un système subtil de rimes principales, le plus souvent verbales, à une série de rimes secondaires, nominales ou participiales. Vous avez ici un exemple avec les rimes en our, qui sont les rimes principales, et les rimes sur les participes présents, descendentes, ascendentes, qui viennent relayer la lecture. J'ai d'autres exemples encore que je n'ai pas le temps de commenter. Enfin, l'art de la prose bernardine atteint son sommet lorsqu'elle combine la rime à des constructions syntaxiques parallèles et à la parisocolie. La symétrie ainsi créée souligne le mouvement même de la pensée de Bernard, qui procède souvent de manière binaire, qu'il s'agit de définir une réalité, de signifier une comparaison ou au contraire de manifester une opposition. Le degré élémentaire de cette méthode est fourni par des passages où la combinaison d'un même mot répété et de rimes produit la symétrie. Ici, j'ai donné 2 exemples, Schio quidem et dulcis, où on a comme un métronome qui vient frapper dulcis quia perire non patitur, rectus quia punire non obliviscitur. Ça, c'est le degré 0. À un degré supplémentaire, Bernard joue sur la construction de la phrase. Dixi ut potui quo fructuum militatis gradus ascendi debeant, dicam ut potero quo ordineat propositum bravium veritates perducant. Et exemple suivant, avec par exemple sur 3 membres de la phrase, avec le même ordre d'apparition des constituants, per humilitatem, per caritatem, per contemplationem. On a parfois aussi le cas sur 2 paires successives, modo per, nunc pro. Souvent, d'ailleurs, cette manière de faire est préparée par l'usage de l'anaphore qui prépare l'oreille à une symétrie que matérialise la répétition en position finale de la même structure syntaxique. Vous avez ce très bel exemple, alioquin iam spiritu, iam auribus, iam oculis, avec à chaque fois la reprise de la rime sur erat et la structure rime secondaire, suscitandi sunt, segregandi sunt. Même cas avec l'anaphore en sic, sic pauli, sic iacarier, sic, et le tout étant soutenu en finale. De plus, Bernard aime particulièrement employer le système adversatif qui repose par nature sur une attente, non pas mais, et à en répéter la structure en jouant comme ici sur un effet rythmique d'élargissement. Ne fortis et proximi malum consideres et tum non attendes, moveris non ad miserationem sed ad indilationem, non ad adiuvandum sed ad judicandum, denique non ad instruendum in spiritu lenitatis sed ad instruendum in spiritu furoris. Dans les passages les plus soignés, ce balancement est même filé sur plusieurs périodes consécutives, et vous avez aussi ce long passage construit de manière remarquable. D'après ce qui précède, tout laisserait à penser que Bernard pratique l'art de la prose rimée avec une systématicité parfaite et peut-être à notre goût lassante. Or, un certain nombre de cas attestent une sorte de refus, comme on dit un refus d'obstacle, ou d'aménagement de la rime. L'interprétation des quelques irrégularités que l'on peut observer est délicate en raison de l'absence de stemma codicum pour le degradibus. De ce fait, le commentateur actuel est partagé entre le respect de la lectio difficilior retenue par les éditeurs et la correction d'une inattention du scribe. Cela dit, il semble que, dans certains cas, Bernard évite un usage systématique de la rime, précisément là où le parallélisme syntaxique qu'il a volontairement mis en place semblait l'exiger. Tout se passe donc comme si le refus de rime venait déjouer une attente que l'écrivain a lui-même suscitée par un effet de liste
ou l'usage d'une anaphore, donc en jouant sur la mémoire auditive de son auditeur. Cette absence serait chez Bernard l'ultime manifestation du bon goût littéraire et d'une forme subtile de variation. Vous pensez que je vais faire ça? Eh bien, non. En voici quelques exemples où la rime évitée est mise en jaune. Donc, je ne commande pas ces exemples faute de temps, mais vous voyez très bien hein, que le parallélisme ici, alors la plus jolie, c'est peut-être l'antépénultième, sic arta via cotius strictim inceditur, sic ardua scala tutius pedantidum ascenditur, sic moro modo ad veritatem licet pirius tamen firmius claudicando acceditur. On attendait un adverbe en im et i claudique en mettant le verbe claudicando. Donc là, Bernard étant un génie littéraire, il n'y a pas de doute que c'est volontaire et que cette place de l'adverbe, de la forme verbale claudicando est tout à fait voulue. D'autres exemples que je ne commente pas. Hop, voilà. On le voit aussi dans des propositions subordonnées relatives. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que le refus de la symétrie met en exergue la compassion, c'est le deuxième exemple. Il aurait dû construire, s'il avait voulu être symétrique, quando illam incognitam nobis compassionem adverteremus, pour reprendre la rime cogitaremus, et ici, il pratique un rejet de compassionem, évidemment à des fins expressives. À l'extrême, Bernard va parfois jusqu'à éviter la rime pour attirer l'attention sur un autre principe d'organisation, ici le jeu des prépositions, reprises dans l'ordre inverse, qui structure à la fois la syntaxe et sa pensée, et on retrouve d'un point de vue stylistique le miroir dont nous parlait Pierre-André Burton, avec un entrée des motifs musicaux 1, 2, 3 et une reprise 3, 2, 1 dans l'exemple que vous avez sous les yeux. Cependant, ces quelques exemples ne viennent pas remettre en cause le timbre bernardin si caractéristique. La rime que portent majoritairement le verbe et le nom n'est jamais chez lui un écho esthétique, elle vient souligner la construction de la phrase, rehausser le mouvement de la pensée et sans doute favoriser sa mémorisation. Par là, cette figure de répétition délimite un espace qui, pour l'écrivain, est celui d'une progression du sens. Comme il est bien connu, j'en viens à mon troisième point, mais que je vais passer très rapidement, Bernard est crédité stylistiquement d'une forme d'imprégnation biblique qui participerait de son statut de dernier des pères latins. De fait, le style biblique lui offre un modèle qu'il imite consciemment. Par exemple, quand il recourt à différents polyptotes qu'il forme d'après saint Paul et que déjà saint Augustin citait comme des exemples de style tempéré, du style cum infirmis infirmantur cum scandalisatis uruntur, gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus consueverunt, donc où il imite le De Doctrina Christiana. Cependant, l'influence de la Bible n'est pas uniforme, et pour l'apprécier correctement dans toutes ses nuances, il convient d'examiner les différents procédés mis en œuvre par Bernard. Dans l'usage du texte biblique, le cistercien procède de trois manières différentes. Tout d'abord, ce que j'appelle le style exégétique, qui consiste à proposer une interprétation qui lui fait commenter les lemmes bibliques comme le font ses contemporains dans les écoles. C'est surtout le cas à propos du long passage où Bernard traite de la question de la science du Christ, à propos d'Hébreux 2,17, et de la question de savoir si ce verset s'applique au Christ même ou à son corps mystique. En ce cas précis, le cistercien omet entièrement la recherche de la compositio au profit de l'explicitation, en usant d'un lexique scolaire et en convoquant les citations scripturaires qui viennent en renfort de ses choix herméneutiques. De manière remarquable, tous les commentaires métalinguistiques évitent toute forme d'après ou de mise en forme stylistique. Je cite qui appartient à ce style exégétique, cette citation Unde, qui est typique avec la place des idest. Deuxième degré d'élaboration, le fait d'employer la citation biblique dans un passage rimé où elle tranche. Le contraste entre la prose rimée bernardine et l'absence de rime dans la Bible aboutit à faire de l'une l'écrin littéraire de l'autre, l'effet de surprise causé par la rupture phonique signalant le statut particulier de la citation. Telle une perle qui n'a pas besoin d'être taillée pour révéler son éclat, la Bible est enchâssée à l'état brut dans une structure ornementée. Alors, je vous donnais pas mal d'exemples. On va passer allègrement dessus. Donc, vous avez plusieurs exemples où la citation biblique soit est enchâssée, soit vient en finale d'une période qui est construite de manière extrêmement ornée. Voilà. Le troisième type de style biblique, c'est ce que j'appelle le fondu enchaîné. Ça consiste à faire rimer la citation biblique dans un système plus complexe dans lequel elle s'insère harmonieusement. Une des manières d'obtenir cet effet de fondu enchaîné consiste à faire rimer des passages bibliques entre eux en rapprochant des mots semblables
ce que Bernard ne fait jamais par exemple. Par ailleurs, hein, faire rimer caelum et caelum, cite et cite, c'est quelque chose presque de tabou hein, dans la rhétorique normale et qu'il emploie uniquement pour rapprocher des lemmes bibliques. Plus souvent, Bernard part d'une citation autour de laquelle il construit la rime, parfois en suivant la tradition, donc notamment dans ce passage Utaotem Ilam qui est démarqué de Bède. L'effet d'opposition est souligné par des figures de style comme la paronomase, traitur, traditur, et souvent également, je passe, à partir de deux terminaisons bibliques différentes, Bernard crée un effet de symétrie systématique, comme ici dans les trois dernières propositions. Enfin, quand il entend produire la rime, Bernard parfois modifie la citation, et cette réécriture volontaire, pour être rare, apparaît à des moments clés. La réécriture correspond ainsi à certains passages d'un lyrisme intense, comme dans cet exemple, c'est la troisième citation, où le cistercien, pour introduire un même verset du psaume, répète 3 fois, ce qu'il ne fait jamais, la locution si forte, et réécrit le psaume pour obtenir une rime hétéropteute. Cordetamen suspenso tremulus intus clamarin ancesso, si forte, si forte, si forte, desiderium pauperum exodiet dominus, preparationem cordiserum audiet oris eius. Avec cette réécriture, oris tua, qui devient oris eius. De même, dans cette question rhétorique qui suit, Bernard réécrit Isaïe pour obtenir une finale rimée avec caelo altissimo. Bernard peut aussi réécrire le texte biblique pour créer une rime interne qui l'insère dans une période rimée. Et enfin, je passais. En une ultime recherche d'élégance, Bernard rapproche deux versets portant sur la mort, Romains 5, 12 et Jérémie 9, 21, la leçon de Jérémie 9, 21 étant dépendant d'une leçon patristique que porte notamment Ambroise. Et pour obtenir une clausule rimée, le cistercien met en facteur commun le verbe intrare et change le texte de Paul en remplaçant ce que tout le monde attendait, qui est mundum, la mort qui entre dans le monde, par orben. Quoniam sicut mors per peccatum in orben, sic per as fenestras intrat ad mentem. Enfin, le cistercien sait à l'occasion combiner plusieurs procédés en créant un parallélisme phonique qui repose sur le rapprochement de deux versets, dont le premier est écrit pour permettre une rime hétéropteute. Et c'est le très bel exemple que je ne lirai pas. Le rapport de Bernard au texte biblique est donc subtil. Quand il cite la Bible dans une discussion exégétique, il peut se tromper. Litere quipe immemor, c'est nonsensus, comme il le rappelle dans sa rétractatio, mais quand il s'agit d'adapter la Bible au rythme de sa propre pensée, il sait s'en rappeler la lettre pour mieux la modifier. Ces variations nous indiquent bien les conditions qui président au travail de l'écrivain pendant une bonne part du Moyen-Âge. On écrit à l'oreille, et c'est à elle que la pensée s'allie, en des noces où la fidélité n'est pas toujours de mise. Je conclus brièvement. Dans la classification des 4 styles modernes qui s'imposent à la fin du XIIe siècle, le style monastique pratiqué par Bernard est souvent considéré comme décrit sous le nom de style isidorien, soit une prose cadencée, rimée ou assonancée, dont la forme demeure libre. Cette prose qui favorise la recherche des parallélismes porte aussi le nom de style synonymique, car à l'instar des synonymats d'Isidore de Séville, qui sont devenus pour les auteurs médiévaux un modèle doctrinal et littéraire, elle use de la reformulation comme de son moyen propre d'expression. Sur ce point, Bernard se sépare de la définition et de la mise en pratique du style isidorien, car rien n'est plus éloigné de ses habitudes stylistiques que la reformulation. Chez lui, le parallélisme syntaxique et sonore qui marque ces périodes est toujours mis au service de l'expression d'une idée nouvelle. Cette remarque me semble de nature à permettre de nuancer le jugement jadis émis par Christine Morman sur le caractère révolutionnaire du phrasé de Bernard, qui renoncerait à la phrase complexe du latin au profit d'une phrase simple, régie avant tout par les parallélismes et le jeu des rimes. L'exemple du De Gradibus prouve plutôt que, si révolution il y a d'un point de vue stylistique, elle consiste à mettre les parallélismes qu'affectionne effectivement le cistercien au service de la construction syntaxique et de sa pensée. Alors que les théoriciens anciens peinaient à mettre en rapport l'enseignement de l'élocution, de la période et ses subdivisions avec la grammaire et une analyse grammaticale, dans le De Gradibus, Bernard réalise, sans explicitement la théoriser, la synthèse entre découpage rhétorique et analyse grammaticale. Cet accord s'explique par la situation du latin au Moyen-Âge, langue d'utilisation certes orale et écrite, mais langue seconde, apprise et possédée au prix d'un certain effort. Dans ce premier traité,
Tout l'art littéraire de Bernard consiste dans cet effort conscient pour équilibrer signification et expression en maîtrisant tous les registres de l'art d'écrire, la stylistique devenant ainsi la fleur de la charité. La maîtrise de cet outil par le cistercien, tout comme la capacité propre au premier lecteur de ce texte d'en décoder les effets, définissent un espace de communication qui fait du XIIe siècle l'un des derniers grands moments de l'histoire de la littérature latine. Je vous remercie. Bon, je ne sais pas combien de temps de combien de temps nous disposons maintenant pour une conversation à propos de ces deux exposés. 10 minutes maximum. Bien, allons-y. Vite. Alors, qui se jette à l'eau? Nous disions entre nous deux que nos deux approches étaient très complémentaires. Nous nous congratulions, nous sommes très contents de nous. Je mets une médaille. Ma question, c'est pour Pierre-André. J'aimerais entendre un peu plus sur cette idée qu'il s'agit moins d'un traité de morale que d'un traité sur la vie commune. Les deux ne sont pas exclusives, évidemment, mais l'approche de Saint-Bernard est quand même de montrer l'importance de la vie communautaire, donc le fait, l'importance de... Quand nous faisons profession monastique, pardonnez-moi de parler de notre vie, la question qui nous est posée au moment où on fait profession, c'est « que demandes-tu » Et la réponse que nous donnons, c'est la miséricorde de Dieu, celle de l'ordre. Je pense que la communauté monastique est là, au service de la miséricorde que les frères nous accordent les uns aux autres, et que l'humilité est au service de cet exercice de la miséricorde fraternelle. Je ne sais pas si ça éclaire la question. Alors, de fait, ça n'écarte pas la dimension morale, puisque l'humilité et l'orgueil se compénètrent de manière, enfin, en miroir inverse, mais la perspective de Bernard me semble plus orientée sur le sens de l'appartenance à une communauté de pécheurs sauvés et pardonnés. Et c'est ce que la vie fraternelle, normalement bien vécue, nous permet de vivre. Oui, merci. J'ai une question pour Cédric Giraud. En écoutant votre présentation et écoutant les textes en latin, je me suis demandé quel rôle pouvait avoir l'oralité sur ce style de Bernard. Et oui, est-ce qu'il faut s'imaginer que Bernard a écrit oui, tout seul le texte, ou il a dicté ce texte oui, donc si On vous pouvez sait un peu effectivement les pratiques. éclairer Alors ça a été notamment très bien montré par don Jean Leclerc et d'autres. Hein. Les pratiques d'écriture au XIIe siècle hein, sont encore celles de l'oralité. Celui qui compose, c'est un dictateur, il va dicter. Et l'autographie, c'est-à-dire le fait de garder, qu'un auteur est composé, qu'on ait gardé un autographe, c'est une exception. Le premier autographe qu'on ait d'une œuvre un peu longue, c'est celle de Richer, qui est un historien du Xe siècle. Mais il faut vraiment attendre le XIIIe siècle pour que les auteurs commencent à composer eux-mêmes directement. Et on dit même, en parlant d'Albert le Grand, il était d'une humilité extrême, il écrivait lui-même ses textes à la main. Donc c'était encore le signe que, faut pas oublier que dans l'Antiquité, c'est les esclaves qui étaient les secrétaires. Donc on a toujours cette idée que le créateur, hein, le démiurge, il va parler comme ça. Donc Bernard composait sans aucun doute de manière orale, il relisait, il corrigeait après, mais le premier strate de la composition, elle est vraiment orale. C'est vraiment l'influence du notariat et des pratiques de notaire qui font qu'on va avoir une autographie octoriale qui se développe. Et le premier auteur qui a la conscience que ces autographes ont une valeur, c'est Pétrarque. Donc on passe déjà à un autre monde qui est celui de l'humanisme, pour dire les choses un peu rapidement.
Et du coup, juste pour rebondir sur cette question, vous avez parlé des facilités aussi de mémorisation que permettaient Oui. tous ces effets de style que vous nous avez montrés. Est-ce que c'était pour que lui se remémore ou c'était pour aussi, enfin évidemment aussi le public, mais est-ce qu'il y avait aussi dans ce cas-là une certaine technique aussi du compositeur? Alors, les deux, effectivement, c'est à la fois pour lui une manière de mettre en forme sa pensée et puis oui, évidemment d'en favoriser la mémorisation, hein. On peut imaginer que cette œuvre-là, elle était faite pour une lecture aussi publique et non pas simplement privée. Et même à cette époque, quand on est seul, on lit encore à voix haute, hein. La lecture privée, elle se fait en oralisant. Una domanda per i due relatori contemporaneamente. Il primo intervento, molto bello, ci ha mostrato l'architettura tematica, contenutistica dell'opera, il secondo la tessitura letteraria e stilistica. Come i due aspetti vanno insieme, quindi come scrivere bene si lega all'approfondimento teologico. Je vais répondre prosaïquement. C'est tout le génie de Saint Bernard d'articuler les deux. Je n'ai pas d'autre réponse. Alors, on peut se demander aussi si tout ce que nous avons vu, en tout cas ça paraît évident, donc la démonstration de Cédric montre que les choix d'écriture, de mots, de structure littéraire sont conscients. Je ne suis pas sûr que la structuration que je vous ai présentée, elle était consciente dans la tête de Saint Bernard. Donc je saurai ça au paradis. Pas mieux. Vous me permettez, ce sont des conférences remarquables et j'ai apprécié beaucoup. J'ai une question pour Monsieur l'abbé et une autre pour Monsieur Girard. Vous avez insisté, Père, sur la distinction entre ductus et raptus, surtout. Bien que vous avez parlé sur doctus, doctus, oui, mais vous avez insisté plutôt sur les ductus et raptus. Il y a une raison pour cette insistance. Je vous pose cette question, excusez-moi. L'insistance est plutôt liée au fait que dans le chapitre 2, Bernard indique que le chemin est à faire entre la crainte de Dieu et l'amour. D'accord. Et puis la polarité que Bernard propose symétriquement dans le chapitre 8, c'est l'opposition entre ductus et raptus. Peut-être un autre élément, c'est que, on y a insisté aussi déjà hier, le ductus est double. Il a à la fois le doctus, se laisser enseigner, oui. Et le ductus, se laisser conduire. Et le raptus échappe à le ductus et le doctus nécessitent le consentement de l'homme. Le raptus est l'œuvre gratuite de la grâce. Alors, je n'y ai pas insisté dans l'exposé, mais quand on regarde la structure du traité, en tout cas les chapitres 2 à 8, Saint Bernard parle de l'homme, il parle du Christ, il parle de l'homme, il parle de Dieu et il parle à nouveau du Christ. Donc il y a une alternance du regard posé tantôt sur l'homme, tantôt sur l'œuvre de Dieu, et qui me semble être indicatrice dans la structure du traité de l'intention théologique de Saint Bernard de montrer que l'œuvre de la configuration de l'homme à l'image de Dieu, donc en passant par les 3 béatitudes, est une œuvre conjointe et de l'homme et de la grâce. Et l'alternance des regards permet à Bernard de montrer justement qu'il y a une interpénétration qu'on retrouve dans le De Gratia, dans le paragraphe 48 ou 49, que Simon doit se souvenir, où il y a justement c'est tout l'homme et tout Dieu. Et c'est pareil dans le traité sur la grâce, c'est exprimé de manière différente à travers l'architecture du texte. Je ne suis pas philologue, mais sur les textes, peut-être je n'ai pas remarqué, mais les verbes que Bernard utilise parfois avec des propositions, ou bien parce que les verbes l'exigent,
nécessairement parce que la construction l'exige, avec ad, par exemple, et avec accusatif parfois, ou avec le verbe qui l'indique, ou avec d'autres propositions, le a. Est-ce que vous, dans votre exposé, est-ce que vous avez remarqué cette insistance de Bernard dans cet usage? L'usage de construction avec une préposition ad. Ad et avec ablatif a. Ah, Oui. oui, il s'en sert. Alors, j'ai pas fait de statistiques, mais oui, il joue beaucoup de ces contrastes. Mais dans l'exemple qu'on a vu, c'était plutôt non-ad, sed ad. Mais c'est vrai que